Bienvenue dans Au-delà de l'image, le podcast animé par Alexia Iwane, coach et consultante en personal branding. Alexia s'adresse aux agents du changement et leaders d'opinion, celles et ceux qui souhaitent impacter la société, faire entendre leur voix et défendre publiquement ce qui leur tient à cœur. Prêt à aller au-delà des apparences ? Place à l'épisode du jour. Bonjour Anne. Bonjour Alexia. Alors, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ça fait maintenant 1 an qu'on se connaît ou plus ? Ça fait 1 an. On a l'impression que ça fait plus. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. C'est vrai, moi aussi. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Anne Ouetsi Mpoma. C'est déjà une première précision parce que j'ai 2 prénoms. Anne, c'est mon prénom chrétien. Ouetsi, c'est mon prénom congolais. Et j'ai beaucoup de fierté à l'utiliser. Je suis donc congolaise de Belgique. Je suis née en Belgique. Je suis historienne de l'art de formation et mon travail consiste à coacher les artistes, à les encadrer, à développer leur carrière, à organiser des expositions. Et j'utilise vraiment le travail artistique et la culture et la valorisation de la culture africaine pour faire un plaidoyer antiraciste. Waouh, très intéressant. Et comment tu es arrivée à faire ça ? Ça a été quoi en fait ton parcours professionnel ou peut-être même ton premier contact avec le milieu artistique ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? C'est une très bonne question. Alors, le premier contact avec le milieu artistique, je dirais qu'il a commencé dès l'enfance parce que au niveau familial, en fait, même si dans ma famille, ce ne sont pas forcément des artistes, même pas du tout. En fait, si, au niveau... Alors, je replace les choses. Mes parents sont venus en Belgique pour faire des études universitaires, en fait, comme tous les Congolais de cette période-là, des années 70-80. Mais ma maman m'a toujours dit que mes oncles, c'était ceux qui étaient responsables de la communication au village, c'était ceux qui étaient responsables de la communication avec les tambours, avec les likembe et les autres tambours à fente. Et dans mon parcours en Belgique, j'ai été très vite en contact avec la musique, j'ai été formée à l'académie. Et c'était vraiment parce que mes parents voulaient qu'on ait une bonne éducation et un peu nous ouvrir l'esprit. Et ce contact-là, en fait, avec la musique, a fait qu'après, j'ai commencé par la musique classique et puis le jazz. Et puis, à l'âge adulte, je me suis rendu compte que, en fait, les musiciens noirs, qui étaient souvent beaucoup plus talentueux que les musiciens blancs, et je suis désolée de venir avec des grosses généralités comme ça, mais en tout cas, que ces musiciens noirs ne travaillaient pas, avaient beaucoup moins de travail. C'est-à-dire, si on par exemple, il y a un gros festival à Bruxelles au mois de mai, c'est le jazz marathon. Et on pouvait téléphoner à des musiciens afrodescendants quelques jours avant et leur proposer des dates, et ils étaient toujours disponibles, alors que les musiciens blancs étaient bookés 6 mois à l'avance au minimum, au bas mot. Et donc, j'ai commencé à avoir des différences comme ça. Et puis, dans mon parcours personnel... j'ai eu envie de mieux connaître la culture africaine, mais d'un point de vue professionnel. Et du coup, j'aurais bien fait l'ethnomusicologie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle pour les études de musique africaine. Mais en fait, il n'y a pas il faut aller aux États-Unis ou en Angleterre ou peut-être en France. Mais en tout cas, en Belgique, ça n'existait pas. Je n'étais pas intéressée par la France pour faire des études. Donc, j'ai étudié l'histoire de l'art. J'ai fait l'histoire des arts visuels. Et là, on pouvait étudier les arts africains. Donc, j'ai étudié les civilisations non européennes. Et puis donc de là, j'étais convaincue que comme je me débrouille bien en langue, je pense que j'ai une personnalité quand même assez ouverte, assez avenante, j'étais convaincue que ce serait facile pour moi de trouver un travail finalement dans ce secteur-là. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça a été très difficile.
Et en fait, il y a plus de portes qui se sont refermées pour moi quand j'ai fait mes études, plutôt que quand... Tu n'avais pas fait d'études. Ouais, exactement. D'accord. Parce que quand j'avais pas fait d'études, je pouvais trouver un travail comme secrétaire réceptionniste, et les gens étaient très contents d'avoir une jolie jeune fille noire, souriante. Et puis tout à coup, quand je suis venue avec le diplôme universitaire, je suis désolée, mais je peux pas vous mettre à l'accueil parce que vous avez un diplôme universitaire, mais je vais pas non plus vous donner un travail. Donc, Waouh. ouais. Donc, tu as été très vite confrontée. En fait, qu'est-ce que je fais avec ce parcours-là? Donc, moi, je ne me suis pas découragée. Je me suis dit, mais c'est pas grave. J'ai plein de choses à offrir. Donc, j'ai plutôt continué dans le milieu associatif. J'avais un travail alimentaire. Et puis, développé mes projets artistiques et culturels du côté associatif. Avec la création d'une ASBL qui s'appelle Nouveau Système Artistique. Et donc, en 2010, on fêtait les 50 ans des indépendances africaines. J'aime bien mettre le petit guillemet pour indépendance parce que, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en dire. Mais en tout cas, on a créé ce festival-là. Et ça a été aussi vraiment l'occasion de découvrir un peu le militantisme parce qu'on a projeté des films comme Boma Tervuren qui ont vraiment expliqué en fait l'histoire coloniale, mais d'une manière que c'est-à-dire que tout ce que je percevais intuitivement est venu, donc tout ce que je percevais intuitivement a été du coup étayé par des faits à la vue de ce film documentaire. Et donc là, j'ai commencé à faire de la radio communautaire aussi. Et donc, j'ai vraiment été en contact avec tous les artistes je vais dire de Belgique, mais en tout cas, peut-être pas de Belgique, mais en tout cas de Bruxelles. Et de fil en aiguille, j'ai été voir j'ai été envoyée pour faire des chroniques sur le FESPACO. Ça, c'était en 2011. Le FESPACO, c'est quoi? Le FESPACO, donc c'est un festival d'ailleurs qui a lieu en ce moment, je pense, à Ouagadougou. C'est le festival, c'est un festival international du film africain. Okay. Et donc là aussi, c'était vraiment une expérience pour moi assez révélatrice parce que j'étais sur le continent africain, je connaissais le Congo, enfin en tout cas Kinshasa, j'y étais déjà allée en vacances, en famille, mais là déjà j'étais seule et j'étais vraiment pour travailler sur des questions africaines, rencontrer des réalisateurs de films, faire des chroniques. J'ai rencontré la famille de Thomas Sankara, donc tout ça c'était quand même waouh, voilà, ça, tu prends un bain de soleil et un bain de culture. C'était très intéressant, c'était assez intense. Et en fait, de retour en... Ah oui, alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans le cadre de mes études, j'ai fait un mémoire sur les Afro-Américains ou les Africains-Américains qui pratiquent les religions de l'Égypte ancienne. Wow. Alors là, c'était venu... comment t'es arrivée à ce sujet? C'est vraiment venu de l'album live de Erykah Badu, Badouisme, où c'est Erykah Badu, hein, donc elle a sa coiffure et elle porte le signe Ankh. Et donc ce signe Ankh, c'est la croix égyptienne. Et ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais en fait, où est-ce qu'elle a trouvé ce signe Ankh? D'où ça vient? Donc... je me suis un petit peu renseignée en fait et je pense que j'ai juste eu aussi de la chance de rencontrer les bonnes personnes parce que même quand j'avais vu ça, je m'étais pas dit je vais pouvoir aller étudier ça. C'était juste un truc qui m'avait fascinée et dans le cadre de mes études, un jour il y a une chercheuse, d'ailleurs c'était une Parisienne, Pauline Gage, qui est venue et qui a expliqué qu'elle était partie étudier les sociétés Akan aux États-Unis. Et donc, les sociétés Akan, ce sont des groupes ethniques ou des sociétés traditionnelles du Ghana. Comme il y a des groupes de Yoruba aussi. Et donc, et en fait, les Afro-Américains qui sont en fait en recherche de créer un lien positif avec leurs origines, un lien autre que... qui refusent en fait que leur histoire commence avec l'histoire de l'esclavagisme. Eh bien, voilà, il y a des groupes comme ça qui s'organisent et qui renouent un petit peu avec toutes ces traditions, toutes ces traditions africaines. Et moi, ce truc-là m'a fascinée parce que je me demandais vraiment, en fait, mais ces Afro-Américains, comment ils font pour survivre en milieu hostile? C'est toujours une question qui m'a travaillée. Et donc, voilà,
donc à la fin de mes études et dans le cadre de mes études, j'ai pu rencontrer des personnes qui pratiquaient ces modes de vie. J'ai pu écrire sur la question et après mes études, je suis restée pendant 2 ans à New York et j'ai travaillé dans une galerie d'art. Wow. Dans 2 galeries d'art différentes, une qui faisait vraiment de l'art contemporain. Et là aussi, où j'ai vu comment ils organisaient les événements, les sujets aussi que les artistes amenaient, qui étaient juste... aujourd'hui, pour moi, c'est des sujets habituels ou communs, mais à l'époque, c'était juste, ça me bouleversait, quoi. Je me souviens d'un artiste qui incluait dans sa pratique des feuilles de tabac, et qui expliquait l'histoire du tabac au vu aussi du colonialisme et de l'esclavagisme, parce que finalement, on a fait venir des gens pour développer toutes ces industries du coton, du tabac, et donc qu'il inclut ça dans une œuvre d'art et qu'il rende cette œuvre d'art en plus belle, il y avait vraiment quelque chose de fascinant. Et donc, tout cela m'a amenée à revenir en Belgique parce que vraiment, j'aurais pu choisir de m'installer aux États-Unis finalement. Mais je sentais, j'avais un appel qui était vraiment, mais non, en fait, c'est en Belgique qu'il faut aller faire la révolution humaine, quoi. Et donc, j'ai vraiment pas choisi la facilité, mais même si c'est pas la facilité, c'est sans regret. Et donc, c'est un peu comme ça que de fil en aiguille, j'ai eu des collaborations avec l'Africa Museum et que on a, suite à ces collaborations avec l'Africa Museum qui se passaient avec beaucoup de tension, au niveau vraiment des activistes féministes noirs à Bruxelles, on a lancé la campagne pour la restitution des biens spoliés. Dans la lancée, j'ai créé la WCR Gallery. Et aujourd'hui, la WCR Gallery existe toujours. C'est vraiment un espace où j'organise des expositions et où donc j'organise aussi des ateliers de bien-être parce qu'en fait, c'est 2 choses qui m'ont toujours fascinée et c'était vraiment ça que j'étais partie étudier aux États-Unis. Finalement, c'était des groupes qui pratiquaient beaucoup de pratiques de New Age, de méditation. Ils sont véganes, ils font beaucoup de rituels pour se reconnecter un petit peu à la nature. Et donc, c'est des choses comme ça que j'organise à la galerie. J'ai moi-même été professeure de yoga pendant longtemps. Donc voilà, un peu, j'ai l'impression que finalement, c'est vraiment là où l'art et les pratiques méditatives et de guérison peuvent se rencontrer et se mettre en place. C'est passionnant. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce parcours, dans ton parcours, notamment ton voyage aux États-Unis? Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué en particulier dans ce voyage par rapport à ta vie en Belgique et là-bas? Alors, mon voyage aux États-Unis, je précise, c'était à New York, parce que c'est vrai que New York, c'est vraiment une expérience à part. Il n'y a rien à dire. Il y a New York et il y a le reste du monde. Exactement. Vraiment. Mais c'était... J'ai vraiment eu l'impression, en fait, de pouvoir me découvrir et m'apprécier. Ou en tout cas, commencer... à comprendre c'était quoi d'avoir une vie normale ou d'avoir une vie où on faisait partie de la norme, en fait. C'est ça, quand je dis une vie normale, c'est ça. C'était, j'ai pu découvrir c'était quoi avoir une vie où on faisait partie de la norme, où on était la norme, où on n'était pas, où notre présence n'était pas sans cesse questionner, interroger. Alors, je sais que le racisme structurel existe aux États-Unis, c'est évident qu'il existe aussi à New York, qu'il y a aussi un plafond de verre, mais il faut bien comprendre que pour moi qui venais de Bruxelles, voilà quoi, ça a repoussé la limite du plafond de verre d'une manière assez incroyable. Et juste dans ma féminité, moi j'aimais beaucoup porter des robes, des talons, puis il fait quand même chaud plus longtemps qu'ici, donc on peut se permettre de s'habiller comme ça.
Et juste de marcher dans les rues à Harlem et les hommes te sifflent, où il y a... Alors, je dis pas que c'est... mais c'est pas du harcèlement, tu vois. C'est juste, tu ressens quand même une certaine appréciation, on te fait des compliments, et les compliments viennent de la part d'hommes et de femmes, et c'est pas toujours avec une arrière-pensée. Oui. Donc, mais ça, pour moi, ça a été une expérience incroyable, parce que réellement, en tant que femme racisée, avec les cheveux courts, quand tu te promènes à Bruxelles, il ne se passe absolument rien. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Donc j'avoue que juste de marcher dans la rue comme ça et de se sentir remarqué, en fait, d'attirer l'attention de manière positive, absolument, c'était quelque chose... mais qui a quand même changé aussi ma perception de moi-même et qui m'a vraiment, je pense, ancrée sur le chemin de la guérison et de l'amour, de l'estime de soi. Au-delà des mots, en fait, j'ai vécu cette expérience-là. Et bien sûr que quand on voyage en Afrique, on peut expérimenter cela aussi. Mais pour moi, c'est différent parce qu'en fait, je sais pas, New York, c'est une ville occidentale et moi, je suis née en Occident. Et je pense que j'avais vraiment besoin de vivre cette expérience par rapport à mon vécu, en fait, par rapport au fait d'être noire en Occident, quoi. Et quand tu parles de plafond de verre, parce que tu dis que les limites du plafond de verre sont repoussées malgré le fait qu'il existe aussi du racisme aux États-Unis et à New York, dans quel domaine en particulier ou comment tu le ressens concrètement ? Comment je le ressens ici en Europe ou plutôt aux États-Unis ? Oui, plutôt là-bas et par rapport à ici. Alors moi, j'ai pas ressenti le plafond de verre. Je sais juste qu'il existe parce que j'ai pu constater en fait des personnes qui vivent là-bas. Déjà, alors c'est Nicolas Divers, c'est un Français, un sociologue qui a fait une étude que je trouve super intéressante. En fait, il a étudié les résultats, il a étudié les résultats des personnes d'origine africaine dans des écoles d'art, mais dans des écoles de stylisme ou des choses comme ça en France. Donc, la mode en France, c'est vraiment une institution. Et donc, vraiment dans les hautes écoles. Et il a constaté en fait que dans les hautes écoles, dans les écoles où il y a vraiment... possibilité après de faire des carrières internationales, de rentrer dans des grandes maisons, on a tendance à préférer des personnes afrodescendantes, mais qui sont réellement africaines, en fait, qui viennent du continent et qui vont apporter cette touche exotique, ce savoir en fait exogène en fait. C'est-à-dire que ce sont des Noirs, ce sont des Africains, mais leur présence là est tout à fait justifiée puisqu'ils apportent une part de l'Afrique. Alors que les Africains ou les Afrodescendants locaux, qui sont nés en France, par exemple, eux, peut-être même qu'ils ne sont jamais allés dans leur pays africain, qui sont juste des Français nés ici. Oui, des Français d'origine. Voilà, exactement. Et du coup, ceux-là sont perçus non pas comme un atout, mais comme un danger, puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'apporter cette touche exotique. Et donc, finalement, en fait, ils servent à rien et on ne les calcule pas. Et donc, c'est une théorie que j'ai trouvée assez intéressante et en tout cas que moi, j'ai pu constater partout où je suis allée. Parce qu'effectivement, moi, quand j'arrive aux États-Unis, à New York, avec mon accent Frenchy, je suis la bonne caution, en fait. Je suis parfaite. Je suis noire, mais je ne suis pas de chez eux. Donc, je ne représente pas tout ce que eux ne supportent pas. Ils ne supportent pas les personnes du ghetto. Ils ne supportent pas les personnes qui parlent et qui leur rappellent, qui parlent ghetto. Donc, je ramène cet exotisme quelque part. Je suis africaine, française. Donc, j'ai pu constater effectivement que pour des femmes afro-américaines, la réalité était tout à fait différente que pour moi dans le même secteur. Donc voilà, ou alors des personnes qui sont installées aux États-Unis depuis longtemps et qui à un moment, elles ont pu arriver à un certain niveau et qui veulent continuer à monter. Tout
tout le monde ne devient pas Oprah du jour au lendemain, quoi. Voilà. Beyoncé, non, tout le monde ne devient pas. Mais évidemment, il n'y a rien à faire pour nous qui sommes européennes. Il me semble que les États-Unis, ça reste un rêve parce que le plafond de verre, il y a tellement de choses qu'on peut accomplir en tant que femme là-bas, et que ici, je dis pas qu'on peut pas, mais c'est juste que je le vois bien dans ma pratique quotidienne. Mais quelque chose qu'on pourrait faire, qui prendrait un homme blanc 6 mois, nous, ça peut nous prendre 4-5 ans, quoi. Donc, je ne désespère pas, mais et d'ailleurs, je continue et je suis là et je me suis fait coacher aussi pour avoir plus de visibilité, pour apprendre aussi à prendre ma place finalement, parce que c'est quand même l'enjeu, hein. Et je suis très, très, très contente et très fière de tout cela. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de difficultés. On le prend avec le sourire, mais on est quand même conscient du fait que tout cela n'est pas juste et que ça pourrait être différent. Ah oui, tout à fait. Et tu as déjà accompli beaucoup de choses, en fait. Merci. C'est vrai que tu travailles, tu dis que tu travailles, et je sais que tu travailles, tu continues à travailler. Mais tu as déjà accompli tellement de choses et voilà, continuons sur cette voie. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la force d'un artiste ou de son œuvre? Waouh, quelle question puissante. J'adore. Rappelons que tu es curatrice d'art, donc tu sélectionnes des artistes et tu coaches aussi des artistes. Donc j'imagine que voilà, il doit y avoir des critères, où il doit y avoir quelque chose qui fait que tu... Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a 2 versants de réponse à cette question, à savoir qu'est-ce qui fait un bon artiste. Il y a d'un côté les œuvres d'artistes connus, reconnus ou pas d'ailleurs, qui me touchent particulièrement. Et puis, il y a mon analyse plus professionnelle qui va m'aider à conseiller des artistes émergents dans leur carrière ou dans leur choix. Et en fait, il y a vraiment une chose qui, pour moi, est capitale, c'est d'avoir cette volonté de se démarquer, d'avoir cette volonté de parler de soi, de son soi profond, en fait, et de la mettre sur papier ou de la mettre en sculpture ou de la mettre en œuvre, de la matérialiser en œuvre d'art, mais de parler vraiment de ses obsessions profondes. Je pense que c'est ça un bon artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment ramener tout ce qu'il y a dans son inconscient, dans son subconscient et le matérialiser dans une œuvre d'art qui va parler aux gens, qui va toucher d'autres personnes qui vont reconnaître en fait ce qui leur a mis dans cette œuvre-là, un peu comme un sorcier. Mais un sorcier vraiment de manière tout à fait positive. Hein. Oui. Mais il y a quelque chose de magique en fait pour moi. Je suis vraiment fascinée par l'art. Et il est vrai aussi que dans mon travail, donc il y a en même temps mon travail vraiment d'historienne de l'art et aussi un travail de développement des communautés noires. Et je me suis rendu compte que, en fait, dans les injonctions qu'on reçoit quand on est une personne racisée depuis l'enfance, on reçoit le message que, en fait, on doit s'adapter. On serait comme des invités ici et on devrait s'adapter et du coup... pas trop montrer qu'on est africain, pas trop montrer... Gommer, en fait, qui on est. Exactement. On est invité à gommer qui on est, à rentrer un peu dans une politique d'assimilation. Et en fait, ces injonctions sont des injonctions qu'on reçoit en tant que personne racisée, mais ce ne sont pas des injonctions que les enfants blancs reçoivent. Et donc, quand on arrive en école d'art, ces injonctions continuent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de jeunes artistes qui sont venus me dire « Mais en fait, moi, je voulais parler de tel sujet qui est un sujet vraiment identitaire ou qui est un sujet qui est propre à ma famille, mais qui est propre à ma famille parce qu'on vient de telle région du monde. » Et les professeurs qui étaient un petit peu perdus face à ces questions-là leur ont dit « Ah mais non, il faut parler de questions qui sont universelles, qui parlent à tout le monde. Là, c'est trop dans l'individualité. » Et j'étais « Mais en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire en tant qu'artiste. Ouais. Parce que sinon, on
forme des artistes qui vont aller au chômage, en fait, qui vont parler de choses qui sont insignifiantes, insipides et qui parlent à personne. Et puis tout le monde a un message universel, donc... Absolument. On est quand même tous des êtres humains, donc on a tous et toutes un message universel, bien entendu. Et donc... dans ce travail d'accompagnement, ce que moi je tente de faire, en tout cas, c'est de donner des pistes aux artistes pour leur dire, mais en fait, allez chercher votre originalité, allez chercher qui vous êtes, n'ayez plus peur, en fait. Alors, il est évident que c'est normal d'éprouver cette peur parce qu'on voit personne qui l'a fait dans son entourage direct. C'est-à-dire que les seuls modèles qu'on a pour nous, pour des grands artistes, il y a des grands artistes africains du continent, ou alors des grands artistes afro-américains. Mais donc voilà, au niveau vraiment européen, ça commence, bien sûr, mais si on parle vraiment du cas de la Belgique, on n'a pas un Henk Willis Thomas qui, lui, vraiment vient avec des questions mais hyper profondes, hyper pertinentes, sur la question noire. Et quand je dis ça, il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis. C'est juste qu'on est à des moments de nos histoires qui sont tout à fait différents. Henk Willis Thomas est le fils de Debbie Willis Thomas. Debbie Willis Thomas, c'est une historienne de l'art qui a fait un PhD, qui est prof à l'université. Donc, et son père est musicien. Et le mari de cette femme est musicien. Donc, en fait, Henk Willis Thomas, c'est normal qu'en tant qu'artiste, il ait pu directement développer des questions comme ça. Il a baigné dans tout ce monde de la théorie. Et les Afro-Américains sont aux États-Unis depuis 400 ans, alors que pour moi, en Belgique, je fais partie vraiment, on peut dire, de la première génération où il y a un groupe de Congolais qui sont nés sur place. Donc, en France, c'est déjà différent aussi, mais en Belgique, l'histoire des Noirs en Belgique est en même temps assez récente et en même temps assez ancienne. Donc, puisque, dès la fin du 19e siècle, il y a eu quand même quelques personnes qui sont arrivées, ou quelques groupes qui sont arrivés, mais en parlant de personnes qui sont nées sur place, c'est pas avant les années 70, 70. Ah oui, je comprends. Donc, pour toi, un bon artiste, c'est quelqu'un qui arrive, qui ose aussi exprimer toute son identité, tout ce qu'il a à dire et qui... De manière originale, et puis de manière originale. Et pour moi, il n'y a pas d'injonction, parce que ça, c'est encore un discours qu'on entend très, très souvent. Il faut de la subtilité. C'est faux. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Il y a des artistes qui choisissent d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer de manière subtile, et d'autres qui le font de manière brute. Et je pense que chacun a le droit de choisir son médium et de l'explorer et le développer. Mais c'est vrai que, comme dans le milieu de l'art, au niveau des acheteurs, c'est un monde blanc, on va pas se mentir. Bien, souvent, s'il y a un artiste qui exprime peut-être ses émotions par rapport au passé colonial de manière assez brute, ou ça manque de subtilité. Non, il y a toujours cette injonction, toujours à la nuance, à la subtilité, qui a un peu ce vieux trope colonial. Il faut qu'on noie un petit peu on va noyer le problème. Et puis il y a toujours ce trope un peu colonial de nous dire, en fait, comment on doit se comporter, tu vois. Donc c'est toujours un peu, on va vous expliquer. Non, maintenant on sort de là, nous choisissons quels sont nos critères de beauté, quels sont nos critères d'appréciation. Et pour moi, c'est important de laisser aussi les artistes exprimer qui ils sont au moment où ils l'expriment, et de leur laisser la possibilité de changer, d'évoluer. Mais voilà, donc il faut une originalité, il faut une recherche, évidemment. Alors j'ai beaucoup de sensibilité pour les artistes qui font de la recherche aussi, et qui vont évidemment allier leur découverte au niveau de leur recherche à leur art, parce que du coup, il va y avoir vraiment de la transmission, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je trouve super particulièrement intéressant. Et j'essaye aussi beaucoup... je fais vraiment un effort aussi pour... c'est un effort, et en même temps, ça vient naturellement, pour donner de la place à des femmes artistes.
D'accord. Parce que là aussi, la question raciale, c'est vraiment une question qui m'occupe beaucoup. Mais après la question raciale, il y a aussi la question du genre. La question féministe. La question, tout à fait, où, eh bien, quand dans l'histoire de l'art, on connaît beaucoup d'hommes artistes, d'hommes blancs, mais on connaît très peu de femmes, qu'elles soient d'ailleurs racisées ou pas. Oui, et donc, c'est un endroit quand même où la cause féminine se retrouve. Et est-ce que tu as déjà eu un coup de cœur inattendu pour un artiste ou pour une œuvre qui t'a fait changer justement cette perception de l'art? Est-ce que tu as toujours eu cette perception ou tu as déjà eu un déclic? À nouveau, c'est une question très profonde en fait. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais absolument. Alors, mon premier coup de cœur, mes coups de cœur comme ça, artistiques, ça date du début de l'adolescence, où j'ai été confrontée à des œuvres d'art de Yves Klein. Donc avec le bleu, le monochrome bleu de Yves Klein, ou aux œuvres de Paul Delvaux, ou de René Magritte, donc vraiment des artistes belges, voilà. Et aussi de Salvador Dali, qui, bon, lui, il est espagnol, mais c'est toute cette mouvance un peu surréaliste. Et donc, voilà, le surréalisme en Belgique, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que moi, c'était, quand j'étais gamine, adolescente, c'était vraiment ces œuvres-là, j'allais dormir en les regardant, quoi. Wow. Vraiment, j'étais fascinée par le travail d'un Salvador Dali, par exemple. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait les peintures des paysages congolais aussi à la maison qui me fascinaient parce que je me disais, c'est de là que mes parents viennent, ça a l'air tellement beau. On connaît tous ces peintures de oui, paysages. On les a tous, celles-là. Absolument. Et plus tard, en fait, et plus tard, j'ai découvert l'art afro-américain. J'ai découvert Hank Willis Thomas, j'ai découvert Kerry James Marshall. Et ça, je m'en souviens aussi parce que c'était vraiment Kerry James Marshall. Je me souviens, c'était une exposition sur le Black Love. Et c'était juste incroyable en fait, c'était des images comme ça un peu idylliques avec des personnages à la peau noire, ça c'est vraiment sa caractéristique en fait à Kerry James Marshall, il peint vraiment les personnages avec la peau, même pas brune mais noire ou presque bleu foncé, mais c'est des trucs magnifiques. Et il y avait beaucoup de roses, d'arbres et de choses comme ça dans ses peintures et j'étais juste... Voilà, il faut t'imaginer rentrer dans une galerie, une très très belle galerie, Jack Chapman Gallery, vraiment, qui a pignon sur rue à New York. Et tout à coup, tu vois tous ces personnages-là qui représentent en fait ton identité, un truc auquel tu peux vraiment t'identifier. C'était juste incroyable. Et pourquoi est-ce que je trouve que cette question, elle est hyper pertinente ? Mais en fait, parce que... il y a eu un moment, en fait, où je me suis spécialisée dans le black art, dans la question noire. Et c'est un choix parce que je l'ai choisi, en fait, et que j'adore ce que je fais. Et en même temps, c'est pas un choix parce que j'ai dû m'adapter à une situation. Et la situation à laquelle je me suis adaptée, c'était qu'en tant que personne noire, je ne pouvais pas travailler sur de l'art perçu comme de l'art européen. D'accord. Pourquoi ? Mais parce que je suis noire. Voilà, pourquoi ? À cause, c'était déjà suffisamment compliqué comme ça pour trouver ma place dans le milieu de l'art. Et à cause de toutes ces assignations dont je parlais aussi, tu vois. Mais on ne va pas prendre cette femme... pour venir nous parler de l'art européen. Oui, d'ailleurs, simplement, en tant que guide d'exposition, je l'ai déjà fait, de mener des visites sur de l'art européen. C'est intenable. C'est intenable, on ne te laisse pas parler. Les personnes viennent là pour que tu leur expliques
Enfin, voilà, que tu fasses son travail, en En fait, fait, on d'historienne ne te de voit l'art. pas, on ne te considère pas légitime. Ah, mais complètement. Il y Ok, a, il y a, il y a, il y a un chaînon manquant, là, dans l'esprit des gens qui fait que ce n'est pas possible. oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, Donc, c'est voilà. incroyable. C'est là que je dis que, voilà, il y a eu effectivement un moment où j'ai choisi de me spécialiser dans l'art africain afrodescendant, dans les questions du black art. Ce sont des questions qui me parlent et qui sont pertinentes et légitimes. Mais dans un monde bien fait, ben, j'aurais pu travailler sur Magritte et Delvaux, puisque c'est quand même pas... Bah, ça reste de l'art et en fait, tu es européenne en fait. Absolument. Tu es née en Belgique, rappelons-le. Voilà. Donc, dans un monde idéal, je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais pas pu parler de ces artistes-là et les étudier aussi. Bon, voilà. Après, j'aurais pu choisir de faire un PhD sur ces questions-là, mais en fait, la question du PhD, il y a aussi toute une question sociale. Ouais. Il faut avoir accès, en fait, aux bourses d'études. Mm. Et quand tu t'appelles Mpoma, t'as pas accès à ces bourses d'études-là. Parce qu'il y a personne qui te les donne. Tu peux postuler, mais je veux dire, il y a toutes ces barrières invisibles. Ce plafond de verre, ce fameux plafond de verre. Exactement. Aujourd'hui, en Belgique, des personnes racisées qui travaillent, qui ont des doctorats dans ces secteurs-là, ce sont des personnes qui ont des noms, qui ont des noms à consonance euro-belge, quoi. Enfin, D'accord. Oui, je comprends. C'est pas des Mpoma, en tout Non, cas. absolument. Et pour toi, est-ce que l'art, justement, c'est un moyen, ça peut être un moyen, un levier de transformation personnelle et sociale? Absolument. C'est exactement comme ça que je le perçois et comme ça que je l'utilise aussi. D'accord. Et c'est pour ça que j'aime me décrire comme une activiste curatoriale. Alors, activiste curatoriale, mais qu'est-ce que c'est que ce mot étrange? Dis-nous. Alors, il y a une chercheuse, Maura O'Reilly, qui a écrit un livre en anglais qui s'appelle Curatorial Activism, où elle étudie donc l'activisme curatorial, où elle étudie en fait vraiment toute une série de grandes expositions thématiques qui ont, si tu veux, changé la donne un petit peu, ou en tout cas qui ont tenté de changer la donne dans le milieu artistique et par rapport à des causes finalement sociales. Alors bien sûr, il y a la cause des femmes dans l'histoire de l'art, des femmes artistes. Il y a la question LGBT queer, qui est aussi une question importante. Et il y a aussi notamment la question raciale avec des grands commissaires d'exposition comme Okui Enwezor, comme Simone Jamy ici. Pas de curatrice femme. C'est bizarre. Voilà, en tout cas, pas encore. Pas encore. Voilà. Mais donc, voilà, l'art, pour moi, c'est un levier. Et là, je vais reprendre Achille Mbembe, qui parle de la force poétique de l'art, en fait. On ne peut pas on ne peut pas imposer le changement par la force. Moi, je crois à la force du dialogue et l'art permet de toucher le cœur des gens, en fait. Le fait c'est un excellent médium qui va pouvoir amener des réalités sociales, montrer des réalités, toucher le cœur des gens. Et alors, bon, là, une fois que ça c'est fait, il faut évidemment venir avec un vrai message et avec des actions derrière. On ne peut pas juste faire une belle exposition et puis chacun rentre chez soi. Il faut aussi qu'il y ait un travail de médiation, de discussion, d'échange et vraiment pousser les gens à agir dans leur quotidien, à changer des comportements et à faire plus de place. Parce que sinon, à un moment, eh bien, on risque d'aller au conflit. Mais donc, l'art est un levier, et l'art est un levier à différents niveaux. Il a un levier à un niveau personnel, individuel, en termes... et il est aussi un levier à un niveau
collectif, dans le sens où à un niveau personnel, si à un moment on est sous l'emprise d'émotions négatives, en fait, j'aime pas trop négatives, positives, mais voilà, si à un moment on est sous l'emprise de positions d'émotions comme la colère, comme la peur, l'abandon, on subit le rejet, c'est des choses qu'on a besoin à un moment de pouvoir déposer sur la table, que ce soit par la poésie, que ce soit par le dessin, par la peinture, mais il faut pouvoir l'écriture, voilà, mais je pense qu'il faut pouvoir l'utiliser, l'art, pour ça, et que aussi collectivement, on doit pouvoir créer les œuvres d'art qu'on retrouve dans l'espace public aussi vont vont avoir un impact en fait symbolique, et on ne peut pas négliger en fait l'importance de cet impact symbolique, l'importance en fait de voir des personnes qui nous ressemblent à la télévision et qui sont représentées de manière positive, quand on sait que voilà, socialement il y a beaucoup d'enfants qui partent pas en vacances, qui sont là toute la journée pendant que les parents vont travailler pendant les congés scolaires. Eh bien, ces enfants, ils sont confrontés aux images qu'ils voient à la télévision, et des études en témoignent suffisamment. Et toutes ces images-là ont un impact. Donc, en fait, l'art, il peut jouer un rôle, mais à différents leviers, vraiment. Et je crois beaucoup au pouvoir de la méditation, de la guérison, je l'ai déjà dit, mais de l'art-thérapie aussi, du bien-être, voilà. Individuel et collectif, il faut vraiment agir à ces différents niveaux-là. Merci pour ta réponse. C'est très inspirant, parce que du coup, tu as répondu à la question, mais tu es allé aussi plus loin. En fait, finalement, l'art peut avoir un impact dans la société, à l'extérieur de l'artiste, mais aussi un impact pour lui personnellement, bien sûr. En fait, d'affirmer son identité, de s'accepter, de prendre sa place. Absolument. Ouais. C'est vraiment, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, je pense que c'est ça aussi, être artiste, en fait. C'est choisir de répondre, en fait, à ce besoin à ce besoin d'auto-expression, mais de répondre à toutes ces obsessions qu'on peut avoir, et à un moment d'y apporter des réponses, ou en tout cas parce que tous les artistes ne perçoivent pas leurs œuvres d'art comme des réponses. Il y a des artistes qui sont juste dans le faire, en fait, qui répondent à une pulsion à un moment et qui doivent passer à l'action de la peinture. Après, il y a des artistes qui, eux, vont plus prendre le temps, faire des recherches, des maquettes et des choses comme ça. Mais donc, voilà. C'est complexe, évidemment. Hein, c'est complexe. Et c'est vrai que là, j'essaye de prendre des généralisations, des grosses généralités, mais il y a des artistes qui travaillent dans des médiums, des médias tellement différents que voilà, on pourrait encore en parler très 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 longtemps. Oui, je me doute bien. Comment tu perçois l'évolution des artistes dans notre monde actuel, entre le digital, entre peut-être l'évolution des mentalités, comment Alors, ça, c'est une bonne question. C'est pas du tout ma spécialité. D'accord, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, ce sont des questions absolument pertinentes. Mais par exemple, il y a une artiste, Delphine Diallo, qui est franco-sénégalaise et qui fait des œuvres d'art que je trouve absolument fascinantes, et qui utilise l'intelligence artificielle. Wow. Et qui utilise vraiment l'intelligence artificielle comme un outil. Et elle explique que c'est un peu comme au moment de l'apparition de la photographie, où on disait mais alors quoi, est-ce que la photographie va remplacer la peinture? Mais la photographie n'a absolument jamais remplacé la peinture. Jamais. Et pourtant la photographie est considérée comme de l'art et se vend, de même que le cinéma existe et est considéré comme un art, et c'est un art à part entière. Et pourtant, c'est assez technique, en fait. Et donc, je pense qu'il faut voir, en fait, Delphine Diallo, elle reproduit, ou elle crée des images de nos ancêtres, mais de manière
tellement positive, de manière tellement sublimée. Elle imagine cette Afrique et ces Africains d'avant, ceux qu'on n'a pas connus et ceux dont on n'a pas beaucoup de traces écrites. Ouais. Dans notre monde. Donc voilà, je pense à elle. Je pense aussi à Tabitha Riser, qui est aussi une artiste que j'adore. Elle est guyanaise. Elle vit en Guyane, mais elle travaille avec des grosses galeries aux États-Unis, à New York. Et elle fait pas le travail avec l'intelligence artificielle, mais elle vient vraiment du milieu de la vidéo, où elle fait des vidéos... Mais enfin, c'est un monde complètement psychédélique. En fait, il faut vraiment voir son travail qui est assez intéressant, mais où elle fait des références à l'Égypte ancienne, aux autres galaxies. Est-ce qu'il y a des vies dans des autres galaxies? C'est très recherché, là. Oui, très. Et puis après, elle s'intéresse aussi à la fonction Cocuplo sur la planète Terre. Donc, voilà, elle fait des recherches qui vont un peu dans tous les sens. Mais je trouve cet intérêt pour la science aussi est assez intéressant, en fait. Et il y a de plus en plus aussi de projets artistiques qui vont dans ce sens, qui vont dans le sens de se rapprocher, de faire des liens, en fait, de créer des ponts entre la science ou les sciences et les arts visuels. Ah, ça doit être très intéressant. Je ne connais pas ces artistes, mais on mettra des références en description si tu veux bien. Avec plaisir, oui. Est-ce que tu pourrais donner des conseils, disons 3 conseils, à un artiste qui souhaite se différencier, qui souhaite prendre sa place en fait, dans ce monde Alors, 3 conseils. Je dirais, le premier, c'est en fait, il faut se donner les moyens de ses aspirations et il faut travailler. D'accord. Vraiment. En tant qu'artiste, ça représente quoi, travailler? Ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre en place une discipline pour pouvoir travailler plusieurs heures tous les jours. Voilà, ce qui n'est pas forcément, mais voilà, c'est-à-dire que si il faut avoir un atelier, même si c'est à la maison, mais il faut avoir et même si cet atelier est dans ta cuisine, mais il faut avoir une place, un lieu où on peut travailler, où on peut se dédier à son travail. Alors, tous les jours, en tout cas, il faut travailler. C'est-à-dire, il faut se mettre une discipline et il faut prendre ce travail-là au sérieux. Et donc, si je reste logique par rapport à ça, il faut s'entourer de personnes qui nous font avancer et pas de personnes qui nous font reculer. Vraiment, parce que si on doit passer son temps à convaincre son entourage qu'on peut le faire, on perd beaucoup de temps et d'énergie, il me semble. Et donc, il faut bien s'entourer de personnes vraiment bienveillantes et qui, même si elles ne comprennent pas ce que vous faites, mais qui vous laissent de l'espace pour exister avec votre travail. Et puis après, un 3e conseil, c'est de faire beaucoup de recherches. Alors, ça rejoint un petit peu le fait de travailler, de pratiquer, mais c'est de faire beaucoup de recherches, d'aller voir des expositions, de parler avec les gens, de son travail, le plus possible, en fait. Parce qu'on peut parler avec la boulangère, mais peut-être que le frère de la boulangère, il travaille dans un musée et qui va être intéressé par ce travail-là. Donc, c'est vraiment développer son réseau de manière organique et peut-être aussi, bien sûr, digital. Mais voilà, là, on rentre dans des technicités et du coup, de faire appel à la Wetsy Galerie pour le développement de sa carrière. Est-ce que tu peux répéter ça? Faire appel à Wetsy Galerie pour le développement de sa carrière artistique. Artistique, oui. Voilà. T'as vu, ça a du mal à sortir. Très bien. Et selon toi, ça va être quoi les erreurs que font les artistes qui veulent se développer, mais voilà, qui ne savent pas forcément par où commencer? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme erreur Alors ça, c'est une bonne question. La question des
des erreurs à ne pas faire quand on commence sa carrière. Alors, pour moi, la première chose, c'est d'évaluer son travail. De le dévaluer. De le dévaluer. Ok. C'est-à-dire que... bon, voilà. En tout cas, il faut accorder du temps et de la valeur à son travail. Si mon premier conseil, c'était, en fait, il faut travailler, il faut se mettre une discipline, il faut prendre son travail au sérieux, eh bien, à côté de cela, on ne peut pas vendre ce travail-là pour un prix dérisoire juste parce que, oui, mais il fallait bien que je paye ma facture, oui, mais il fallait bien que je fasse ci, oui, mais il fallait bien que je fasse cela. Et je pense qu'il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, il faut prendre le temps, en fait, de développer son travail artistique comme on développe, en fait, n'importe quel autre business avec une étude de marché, avec l'étude du public cible, l'étude de comment on va développer son travail dans le temps. Et comment on va aussi développer sa politique de prix. Donc moi, je pense que de vendre son travail bon marché, c'est une erreur, c'est une manière de ne pas lui accorder suffisamment de valeur. Une deuxième erreur à éviter, alors là, j'avoue que je suis... c'est pas la question la plus facile dans les choses que les artistes font, mais moi je dirais quand même c'est ce que je vois souvent et c'est de faire les choses à moitié. D'accord. C'est de pas y croire suffisamment en fait. C'est juste voilà, il faut avoir et du coup le fait d'avoir un plan, voire de se faire accompagner en fait. Pour développer ce plan, mais de se faire accompagner par des personnes réellement compétentes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de coachs, d'accompagnateurs sur le marché, mais je pense qu'on doit vraiment trouver la personne qui nous comprend dans toute notre complexité. Qui comprend l'artiste, qui comprend l'artiste, qui comprend la personne, qui comprend le contexte, qui comprend le contexte sociétal aussi, pas juste l'artiste dans sa personnalité, dans son individualité, mais aussi dans tout le contexte sociétal. Et donc, ça rejoint aussi le fait d'avoir un bon réseau et de bien se faire suivre, de bien se faire accompagner. Je pense que vraiment, on ne peut pas confier sa carrière à n'importe qui. Il faut vraiment trouver la bonne personne. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut prendre son travail au sérieux, il faut y croire et il faut investir en fait en soi et dans son travail. Donc ça, c'est aussi une erreur à ne pas faire, c'est de penser que comme c'est un travail, comme c'est une activité professionnelle, elle doit rapporter tout de suite. Parfois, il faut prendre le temps d'investir et peut-être avoir d'autres rentrées financières et continuer son travail de manière parallèle pour pouvoir atteindre ses objectifs aussi plus rapidement, en fait. Prendre du recul, c'est aussi prendre de l'élan et je pense que dans ce type de carrière-là, ça prend tout son sens. Et justement, tu penses qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont peur d'investir au départ dans leur carrière? Absolument, parce qu'en fait, le problème avec les carrières artistiques, que c'est pas tu fais des études de droit et tu termines avocat. C'est pas tu fais des études de médecine et tu termines médecin et tu vas travailler à l'hôpital. C'est-à-dire que le chemin est beaucoup plus, j'allais dire obscur, mais c'est pas obscur, mais en tout cas c'est opaque et incertain. Et donc, ces incertitudes réveillent des peurs profondes dans les familles et des peurs, en fait, qui sont assez justifiées parce que ce n'est pas des choix de carrière faciles dans les familles, dans l'entourage et puis peut-être même au sein des personnes elles-mêmes. Et donc, le fait de se lancer à moitié, le fait de ne pas prendre cette activité suffisamment au sérieux, en fait, tout simplement, de se mettre un vrai programme, eh bien, ça, c'est hyper problématique parce que du coup, elle se lance à moitié ou un peu comme ça. Et je le dis vraiment, moi, dans mon entourage, je vois des artistes qui ont un talent réel,
incroyables qui pourraient, parce que je les connais depuis un certain temps, je les suis depuis un certain temps, même si c'est parfois de loin, et qui auraient pu investir dans leur carrière et évoluer, et qui ne l'ont pas fait parce qu'elles n'y croient pas, et qui préfèrent garder ça comme un petit hobby sur le côté. Et puis à côté, faire des petits travails, des petits jobs un peu comme ça, par-ci, par-là, plic-ploc, pour ramener des sous, pour payer les factures. Et puis de temps vendre un tableau, une peinture, pour toujours... Il y a toujours cette question financière un peu qui revient. Et c'est très dommage parce que si les personnes auxquelles je pense avaient investi dans leur carrière, par exemple, ce sont des personnes... il y a parmi elles des artistes autodidactes qui auraient pu développer leur technique, par exemple. Tout simplement, parce qu'elles ont les idées, elles ont le don, elles ont le talent pour peindre, pour dessiner. Mais après, il y a des petits détails que les grands collectionneurs vont voir sur la manière dont on reproduit les mains, dont on peint les mains, ou les yeux, ou des petits détails comme ça qui vont faire qu'il y a des œuvres qui risquent de ne jamais entrer dans les grandes collections simplement parce que l'artiste n'a pas pris le temps d'investir dans son travail. Et donc, ça revient à nouveau à ce conseil que je donnais au départ, mais il faut croire en soi, il faut travailler et il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et surtout, il faut avoir de l'ambition, il faut rêver, il faut voir grand, il faut vraiment... si on n'a pas ça, alors j'ai presque envie de dire il ne faut pas le faire. Même si je n'aime pas dire ça, mais... Mais c'est fondamental. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est marrant parce que quand tu parles des artistes et de ce que ça prend vraiment, de ce que ça nécessite vraiment de développer sa carrière artistique, en fait, je me rends compte que un artiste ne peut pas juste se contenter d'être un artiste, il doit aussi être quelque part un entrepreneur, parce que tu parlais de plan de carrière, tu parlais de tarification, c'est un business. Voilà, c'est un business à part entière, entrepreneur, en fait. Tout à fait. Une entrepreneuse, d'ailleurs. Ou une entrepreneuse. Mais d'ailleurs, est-ce que les artistes, quand tu les rencontres, quand tu les accompagnes, est-ce qu'ils se sentent dans cette posture d'entrepreneur ou souvent ils sont vraiment que dans cette posture d'artiste ? Tout dépend. Parfois, j'ai des jeunes artistes qui arrivent un peu avec les parents qui sont juste désespérés en mode bon voilà, mon fils doit être artiste. Est-ce que gâchis. Oui, voilà, non, mais limite, oui. Alors, il est super doué, il sait vraiment bien peindre et tout, mais bon, il faut l'accompagner, il faut l'aider parce que bon, il ne suffit pas de savoir peindre en fait. Il ne suffit pas de savoir dessiner, il ne suffit pas d'avoir ce talent. Il faut réellement développer son savoir-faire, faire des recherches, aller voir ce qui se fait sur le marché, aller voir les expositions dans les galeries d'art, dans les musées, développer son réseau. Et donc, en fait, il faut devenir un véritable entrepreneur. Et c'est vrai que... dans les artistes que je rencontre, certains ont conscience de cela, mais le font certainement de manière un peu maladroite. D'accord. Donc, je pense qu'il faut vraiment, d'où l'intérêt d'avoir un plan, il faut être extrêmement organisé et aussi pouvoir faire les choses par étapes. J'ai l'impression parfois qu'il y a des personnes qui me disent « Ah, moi, je veux travailler avec la plus grande galerie de Belgique. » D'accord, mais en fait, est-ce que tu connais les critères de la plus grande galerie de Belgique ? Je ne veux pas être méchante ou désagréable, mais tu ne rentreras pas là avec ce que tu fais là aujourd'hui. Donc, il faut se renseigner vraiment, il faut rêver, et puis après, il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves. Et cela, ça prend du temps, ça prend un plan, en fait. Et de l'investissement et de l'accompagnement. Et justement, qu'est-ce que tu proposes, toi, en tant qu'accompagnante pour les artistes ? Comment tu vas les accompagner concrètement ? Alors, on travaille vraiment par étapes.
Donc, il va y avoir une première rencontre où on va un peu discuter, déjà regarder le portfolio, voir un peu qu'est-ce que l'artiste fait, quel est son parcours, apprendre à se connaître, donc en faire un peu un état des lieux, en fait, tout simplement. Et puis, voir quels sont les objectifs aussi. Et puis, à partir de là, définir un plan. Dans un premier temps, on travaille par tranche de 6 mois. Et donc, c'est vraiment, OK, pendant les 6 premiers mois, voilà les actions qu'on va développer, que je vais te demander de mettre en place pour pouvoir arriver à tel palier. Et puis, on continue comme ça par palier de 6 mois. Alors, cet accompagnement très précis que je suis en train de décrire là, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement que j'offre comme service, parce que jusque-là, jusqu'à il y a quelques mois, je travaillais vraiment plutôt par... j'accompagnais l'artiste dans le cadre d'une exposition. On développait une exposition et puis on développait un concept au niveau de l'exposition et on faisait la promo de cette exposition. Et donc, on envoyait le communiqué à la presse, à tout le réseau, et puis on créait un engouement comme ça autour de l'exposition. Mais je me rends compte que ça, c'est à chaque fois du one shot et qu'en fait, il faut vraiment réellement travailler la carrière de l'artiste, mais comme un projet entrepreneurial, et faire un accompagnement plus de fond. Et donc, c'est pour ça vraiment qu'aujourd'hui, je développe cet accompagnement-là et ça se fait par tranche de 6 mois et c'est vraiment, on part d'un point A, on va vers un point B et on regarde quels sont les objectifs de l'artiste. Là, je travaille avec des artistes qui sont en Afrique, par exemple, qui ont des galeries là-bas, mais qui ont envie d'avoir une visibilité en Europe. D'accord. Et donc, du coup, il y a toutes ces portes-là qui s'ouvrent aussi. Alors qu'au départ, mon core business, j'ai envie de dire, c'était vraiment les personnes, les artistes racisés en Europe et particulièrement en Belgique. Alors maintenant, j'ouvre aussi à la France, aux Pays-Bas. Quand je dis j'ouvre, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent de là et qui souhaitent travailler avec moi. Et donc, moi, je suis très contente aussi de m'ouvrir à ces opportunités-là. Et comme avec les artistes aussi qui sont en Afrique, qui est aussi un nouveau volet que je suis en train de développer. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond. Ça répond très bien, parfaitement à la question. On arrive à la fin de l'entretien. Déjà oui, c'est passé super vite, ça fait 1 heure. Si tu pouvais organiser ton exposition de rêve, je dis mon Dieu, cette question, ce serait sur quel thème? Comment tu ferais? Alors déjà, si je pouvais organiser mon exposition de rêve, j'aurais du mal à choisir un seul thème. D'accord. Mais il y a plusieurs thèmes qui me fascinent depuis longtemps. Oui, et qui pourraient entrer dedans. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Hank Willis Thomas, mes 2 fils, et de Kerry James Marshall. Mes 2 fils, ils auront leurs œuvres dans cette exposition. Le travail de Hank Willis Thomas avec Black Identity, Branding Identity, c'est quelque chose qui m'a frappée. Déjà parce que les photos, ce sont des photographies qui sont d'une beauté incroyable. Visuellement, c'est beau. Mais aussi pour le message qu'il transmet à travers ça. Ou je sais pas, tu vois ces photographies et tu dis, mais en fait, il nous comprend, quoi. Il me comprend, mais c'est normal parce qu'il est moi. Enfin, tu vois, il y a cet effet miroir. Mais alors, les thématiques qui me fascinent vraiment et sur lesquelles je travaille beaucoup déjà actuellement, c'est la thématique de la santé mentale, en fait, chez les personnes afrodescendantes et chez les peuples racisés, parce qu'il y a 2 choses. Il y a le trauma colonial qui se transmet de génération en génération si on ne le soigne pas, si on ne le guérit pas, si on croit que les Africains, ils frappent leurs enfants et que ça a toujours été comme ça, en fait non. C'est un trauma colonial qu'on choisit ou non à un moment de perpétuer.
Donc, la question de la santé mentale, du trauma racial, ça, ce sont des sujets qui me fascinent. J'ai aussi envie de développer un projet sur la question du cheveu, qui est aussi une question de l'année, qui en tout cas, qui est aussi une question en lien avec la question de l'aliénation finalement, puisque en fait, pourquoi est-ce qu'on a oublié comment prendre soin de nos cheveux naturels, comment étaient les coiffures des personnes sur le continent africain avant les invasions coloniales. Donc tout ça, ce sont des sujets qui me fascinent beaucoup. Donc une exposition sur le cheveu et la question du trauma racial et de la santé mentale à travers différents projets. Et finalement, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. J'essaye vraiment toujours de trouver un angle qui va nous parler, en fait, et qui va nous apporter, qui va nous faire du bien, en fait, tout simplement. Appel à tous les artistes, hein, s'il y a des artistes qui travaillent sur ces questions-là. Contactez Anne. Absolument. Dernière question, deux dernières questions. Quelle est la question que tu aurais aimé qu'on te pose, mais que personne ne te pose? Alors là... Bon, peut-être qu'il n'y en a pas. Attends, la question que j'aurais aimé qu'on me pose et que personne ne me pose. Mais laisse-moi réfléchir un peu. Parce que tu as posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas, mais qui étaient hyper pertinentes, sur lesquelles j'ai vraiment pu rebondir, expliquer les choses. Sinon, comment ça va aujourd'hui? C'est vrai qu'on se l'est posé hors micro, mais comment ça va aujourd'hui? Mais écoute, ça va toujours bien quand on est en train de parler de ce qui nous anime, de ce qui nous passionne. Mais plus réellement, le message que j'ai vraiment envie de transmettre au monde, finalement, c'est un message positif, c'est un message du fait que on est résiliente en tant que femme et en tant que femme noire, mais que derrière, il y a des réalités qui sont vraiment pas faciles. Et qu'on est vraiment des guerrières, en fait, des guerrières de l'amour, des guerrières de la patience, des guerrières de tout un tas de choses, et qu'on doit vraiment apprendre à se féliciter à chaque instant pour chaque petit pas en avant que l'on fait. Je pense que il faut vraiment mettre en place dans nos vies des rituels d'auto-célébration, parce qu'ils viendront pas de l'extérieur. Ah, c'est clair. C'est un très beau message. Et que signifie pour toi aller au-delà de l'image? Au-delà de l'image, c'est d'être authentique. C'est d'être authentique. C'est d'incarner, en fait, ce qu'on a envie d'être, en fait. C'est travailler sur soi, du coup. Le développement personnel et d'être la meilleure version de soi, moi, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose d'important, effectivement, au-delà de l'image. Au contraire, en fait, peut-être pas assez pour l'image. Oui, pour nous d'abord. Voilà, plus pour nous d'abord, absolument. C'est vraiment comme ça que je fais. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais. Je les fais pour moi, certes, mais en fait, je les fais aussi beaucoup pour mon enfant. J'avoue que je suis une maman passionnée. On a ça en commun. Et que je fais vraiment, vraiment beaucoup de choses en pensant à lui, à son avenir, à son bien-être et aussi à quel legacy, quel héritage je veux lui laisser en tant que... Moi, j'ai vu ma maman faire ça. Voilà. Parce que je sais que tout ce que je fais, ce sont des choses que je lui transmets, même de manière inconsciente. Et donc, voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de fondamental et qui, du coup, est vraiment au-delà de l'image, en fait. Waouh. Merci beaucoup, Anne, pour cette magnifique conversation. Merci à toi. C'était vraiment super d'échanger avec toi aujourd'hui. Inattendu, mais vraiment passionnant. Merci encore. Merci. Vous retrouverez tous les liens dans la description et on vous retrouve à un prochain épisode.